que la manifestation de la vérité dépend, et bien sûr à la condition que cela ne porte pas atteinte au droit de la défense, avec cette interrogation, demi-interrogation, sur ce que sont les droits de la défense, sur ce qu'est cet exercice des droits de la défense. La même année, un autre arrêt, si les correspondances échangées entre l'avocat et ses clients sont couvertes par le secret et échappent à la saisie opérée par le juge d'instruction en application de l'article 96 du Code de procédure pénale. Il en va autrement lorsqu'il s'agit d'écrits ayant donné lieu à la mise en examen du dit conseil. L'implication de ce dernier dans l'affaire en cause, rendant inopérante son argumentation relative à la confidentialité et à l'atteinte portée au secret professionnel. C'est l'exception au principe. Si la correspondance concernée est bien professionnelle, est bien secrète, est bien insaisissable, elle cesse de l'être si elle comporte la marque de la participation de l'avocat à une quelconque infraction. Il y a une logique et un illogisme dans cette histoire. Commençons peut-être par l'illogisme. Pour savoir si la lettre comporte ou ne comporte pas quelque chose qui implique l'avocat dans une activité délictuelle, il faut commencer par la lire. Autrement dit, il faut qu'il n'y ait pas de secret professionnel pour qu'on sache s'il y a lieu à secret professionnel. Bizarre. Et vous verrez que cette bizarrerie va connaître de beaux jours et des développements assez extraordinaires. Alors, la logique, c'est qu'on ne peut pas revendiquer un caractère professionnel à un acte délictuel. Et que par voie de conséquence, il y a une certaine logique à ce que une lettre qui comporte la preuve de la participation d'un avocat à une action infractionnelle ne soit pas professionnelle et ne soit donc pas couverte par le secret professionnel. Mais encore une fois, pour le savoir, il faut commencer par la lire. Autre arrêt de 2001, si les pièces échangées entre l'avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel au terme de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 71, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu'elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction. C'est la même chose, c'est la même exception, avec la même restriction, à savoir que pour que l'on sache qu'il y a une infraction potentielle de l'avocat révélée par ce document, il faut lire le document. Et je dis, ça me rappelle ces moments où, étant Vincent Ignoré avant la lettre, je tentais d'arracher des mains d'une dame, juge d'instruction, avec un fort accent nordique. Je vous dis ça parce que je ne veux pas dire son nom, et que personne ainsi ne l'aura reconnu. Et elle me disait, alors qu'elle tenait la lettre par le bas, que je la tirais par le haut, oui, attendez un peu, attendez. Oui, vous avez raison, c'est couvert par le secret. Elle l'avait lu. Bon, voilà, c'était ça les perquisitions de l'époque. Tu ne connais pas ton bonheur, Vincent, depuis que tu dis « je veux que ça soit mis sous scellé fermé », au moins c'est une respiration. Autrement dit, nous étions, encore une fois, et malgré l'évolution des textes, dans une situation difficile. D'ailleurs, d'autant plus difficile que, à l'époque, quand je gnorisais dans les perquisitions, on avait un souci qui était le suivant. Lorsque l'on faisait un peu trop de zèle sur la non-saisissabilité d'un document au motif qu'il était couvert par le secret de l'instruction, que nous disait le juge? Vous voulez vraiment que je mette votre confrère inculpé, comme ça il n'y aura pas de problème, parce que nous serons dans l'exception de la participation de l'avocat? Voilà. Donc autrement dit, nous étions un peu gênés à l'idée de trop manifester de résistance, puisque cette résistance, certes, était favorable au secret professionnel, mais que pour contourner le secret professionnel, le juge s'est dit, je vais pas mettre en examen, vous voyez, la modernité du langage me rejoint, je vais inculper l'avocat, comme ça, il n'y aura pas de difficulté, et le secret professionnel ne sera pas susceptible de m'être opposé. Autrement dit, cette dangerosité
pour l'avocat du secret professionnel, ce qui est quand même un paradoxe assez extraordinaire, a donné lieu à une autre réflexion. Et cette autre réflexion, ça a été la mise en place par la loi du 15 juin 2000 du système qui vaut aujourd'hui sur les perquisitions en matière d'avocat. Alors je ne parle pas seulement de la présence du bâtonnier, d'ailleurs maintenant on ne dit plus la présence du bâtonnier, vous le savez, on dit la présence de Niort. C'est fini. On ne dit plus la présence du bâtonnier ou son délégué, c'est terminé, même en province, c'est Niort. Donc au-delà de cette obligation, il y a surtout la possibilité de confier à un tiers le contentieux de la saisissabilité, c'est-à-dire, j'allais dire, de la secrétude ou de la non-secrétude du document en question, le juge des libertés qui arbitre sur cette saisissabilité du document. Ce qui est évidemment un progrès considérable, mais qui n'existait pas à l'époque. Progrès considérable qui, au demeurant, n'a pas résolu la question, puisqu'on ne sait toujours pas ce qui est secret et ce qui ne l'est pas d'une manière absolument certaine. Disons-le en clair, et ce rappel peut-être un peu long de la jurisprudence, je vous ai fait ce rappel, c'est inutile de s'en souvenir ou de le noter, c'est pour voir, ce qui me paraît important, c'est la loi dit non, le juge dit oui. La loi dit non, 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 le juge dit si, si, si. La loi dit encore non en tapant sur la table et le juge dit toujours oui. De sorte que nous sommes dans une situation qui d'ailleurs ne concerne pas que le secret professionnel, où le législateur n'a plus le monopole de l'organisation des rapports juridiques entre les êtres ou entre les pouvoirs. C'est la jurisprudence qui nous dit par exemple sur un tout autre thème. Bon, mais on peut faire une parenthèse. Ah, la prescription, ça existe, oui. À 3 ans en matière délictuelle, 10 ans en matière... Oui. Mais à partir du moment où le dossier est sur le bureau du procureur, autrement dit, ça n'existe plus. Voilà, si vous voulez, un phénomène qui a créé une sorte de destruction, d'assèchement, de disparition, non pas de droit mais de fait, des lois sur la prescription de notre code de procédure pénale. Voilà, si vous voulez, en quoi finalement aujourd'hui nous avons un problème avec nos juges parce qu'ils veulent faire la loi. Or, le problème, c'est que si l'interprétation de la loi a toujours été un apport juridique à la fois utile et nécessaire, lorsque l'apport de l'interprétation consiste à faire dire à la loi le contraire de ce qu'elle dit, à l'anesthésier au point qu'elle disparaît de fait de l'organisation des choses, on se pose des questions sur la bouche de la loi qui, à mon avis, prend tout à coup un mauvais genre. Bon, mais ça, c'est autre chose. Donc les juges refusent l'article 66-5 dans sa définition objective du secret professionnel, ils piétinent le texte, la lente décadence du secret professionnel dont parle aussi Damien dans son article a commencé en 1990 et elle continue toujours. Il y a un phénomène de philosophie sociale. Nous sommes, et les journalistes le répètent à plaisir, dans une société de la transparence. Aujourd'hui, l'hypothèse de garder, ou même quand ce n'est pas inavouable, de garder quelque chose d'un peu secret, c'est louche. Puis c'est pas clair, puis c'est pas normal. Pourquoi faut-il garder secret tout cela? Lorsque l'on est un élu politique, il faut vider ses poches, il faut dire combien on a payé son vélo. Il faut tout expliquer. Il faut être nu devant l'opinion. Autrement dit, on a quelque chose comme une illégitimité du secret professionnel de l'avocat. Pourquoi? Parce que le secret professionnel de l'avocat, ce n'est pas le secret de l'avocat, c'est le secret du client. Et que le secret du client, s'il est maintenu, c'est une entrave à la répression. Et quelque part, c'est une manière d'être impopulaire en laissant au crime une chance de s'en sortir. Tenez, parallèlement, sur le fondement de cette société de la transparence, vous avez la loi du 4 janvier 2010. La loi du 4 janvier 2010, le secret des sources des journalistes. Ah ben c'est extraordinaire ça. Le secret professionnel de l'avocat, c'est la peau de chagrin. Le secret des sources des journalistes grandit d'une manière extraordinaire, comme une plante qui aurait des gènes un peu particuliers. Et puis,
Le secret des sources des journalistes. Bon, l'information c'est respectable. L'information c'est populaire. L'information c'est savoir ce que vous avez dans les poches. Quelle est votre vie sexuelle. C'est tout, faut tout savoir. Donc cette légitimité-là fait que la source, si en est la condition, est quelque chose d'éminemment protégé. Et si la source est délictuelle, elle est souvent la source délictuelle. Je dirais même qu'en matière de justice, elle est toujours délictuelle. Moi, j'ai le souvenir d'une journaliste qui me téléphone et qui me dit « Que pensez-vous des déclarations de monsieur Machin ?» J'étais dans le dossier quand même. Hein. Il s'agissait d'une affaire en province. Je lui ai dit « Écoutez, je ne sais pas. Je sais qu'il a été entendu hier, mais je n'ai pas lu. Oh, ben si c'est que ça, je vais vous l'envoyer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. » Elle avait le PV. Et en réalité, la plupart des informations dont disposent les journalistes sur les affaires en cours sont des violations du secret de l'instruction. Bon, seulement, vous voyez ce qui est extraordinaire, et ça je trouve que c'est formidablement révélateur. Vous avez le secret des sources, c'est-à-dire le voile noir jeté sur l'origine de l'information, serait-elle délictuelle? Et vous avez l'illégitimité grandissante de la confidence, c'est-à-dire de ce que c'est l'avocat. Si bien qu'il y a un secret qui grandit, parce qu'en réalité il favorise l'information du plus grand nombre, un secret qui s'amoindrit parce qu'il est un droit individuel. Et nous trouvons là cette opposition entre le droit de la multitude qui doit tout écraser sur son passage et le droit de l'individu qui doit être réduit à néant. Autrement dit, il y a une sorte de régression du secret professionnel, il faut bien le dire. Et si je vous ai évoqué tout à l'heure cet arrêt de septembre 1897 qui n'a évidemment concrètement plus beaucoup de valeur, c'est pour que vous voyez d'où l'on vient. Mais maintenant, il va se demander où l'on va. Et où l'on va, c'est un peu triste. Alors, il y a un nouveau texte qui est apparu aussi postérieurement en 2005. C'est l'article 100-5 du Code de procédure pénale. Vous savez que les articles 100 sont les articles qui régissent les écoutes téléphoniques. Et que le deuxième paragraphe, sous le contrôle de Vincent, le deuxième paragraphe, je crois, de cet article 100-5 est ainsi rédigé: à peine de nullité ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Autrement dit, après avoir raconté concrètement à quel point il n'y avait pas lieu de respecter cette confidence, voilà-t-il pas qu'en 2005 sort du chapeau cet article, enfin cet ajout à l'article 100-5, nous disant qu'il y a une sorte de sacralité inviolable de la correspondance entre avocat et client, avec tout de même cette condition en relevant des droits de la défense. Et l'on ne sait toujours pas très précisément, aujourd'hui on le sait, j'allais dire hélas, mais ce que veut dire cette restriction et à partir de quel moment elle doit être mise en œuvre. On est dans cette expectative, on est dans cette volonté de tout savoir de la part de la justice, on est dans cette pente qui suit son chemin sur le terrain de la réduction des droits individuels. On s'interroge, les avocats qui sont toujours mus par ce en croyant parfois d'ailleurs un peu que ce qu'ils espèrent constitue la vérité, se disent encore que le secret professionnel est général et absolu, ils se le sont tellement dit pendant tellement de décennies qu'ils le croient encore. Les juges l'affirment et le législateur aussi, sans trop y croire, en les posant sous condition. On est ainsi un peu se regardant en chien de faïence, et arrive ce qui est la réponse d'aujourd'hui, les arrêts du 22 mars 2016. Les arrêts du 22 mars 2016, vous les connaissez tous. Ils ont bien sûr été commentés dans la grande presse puisqu'ils concernaient un certain Nicolas Sarkozy
et son avocat que nous connaissions tous bien. Double caractéristique dans cette affaire. D'abord, les deux protagonistes sont avocats. C'est comme ça. Et l'un est l'avocat de l'autre. Et l'on va, au fil d'une écoute téléphonique. Alors, il faut savoir que cette écoute téléphonique avait été ordonnée par les juges d'instruction dans ce que l'on appelle le dossier libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Il avait été allégué que Nicolas Sarkozy aurait reçu un soutien financier de la Libye de Kadhafi, à l'époque, de la Libye de Kadhafi, il n'a visiblement pas été fait reconnaissance si c'est le cas, pour appuyer sa campagne. Et on ne trouvait rien, mais rien du tout. Et ce faisant, on a placé sur écoute l'excellent ancien président de la République. 4 mois, rien. Ah ben c'est pas grave, on va recommencer 4 mois encore. Finalement, à force d'écouter les gens pendant des années, il y a bien un moment où ils disent une connerie, hein, on va le coincer. Hein. Bon, autrement dit, dans la deuxième période de cette